Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo réclame le départ du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman. Le motif invoqué, des propos que le diplomate a tenus en lien avec les capacités militaires de la mission onusienne. La MONUSCO qui est présente dans le pays depuis 1999. La modernisation de l'aéroport Osvaldo Vieira en Guinée-Bissau pour stimuler la compétitivité aéroportuaire du pays. Les autorités ont fait appel à la National Aviation Services. Et puis focus sur la crise économique au Zimbabwe. Le pays se retrouve asphyxié par une hyperinflation devenue affolante. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la prorogation de la transition au Soudan du Sud, alors qu'elle était censée s'achever en 2023. La période transitoire a finalement été prolongée pour 24 mois supplémentaires. Une information divulguée par le ministre des Affaires gouvernementales, Martin Elia Lomuro, qui précise par ailleurs que c'est le comité d'application de l'accord de paix qui a pris cette décision. Depuis sa signature en 2018, sa mise en œuvre est difficile. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en mars 2022, l'ONG Crown the Women avait indiqué que le terrain n'était pas mûr pour assurer l'organisation des élections générales. Elle avait également estimé que le cadre institutionnel et juridique nécessaire à la tenue d'un scrutin n'était pas en place. L'ONG avait aussi déploré le manque de confiance des Sud-Soudanais en raison de la lenteur de la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé. En République démocratique du Congo, les autorités ont réclamé le départ de Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO. Un départ réclamé par Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, dans une correspondance adressée à Bintou Keïta, la chef de la mission onusienne. Une requête qui intervient sur fond de tensions. Depuis le 25 juillet, les manifestations anti-MONUSCO secouent l'Est congolais. Les explications de Nathalie Mou. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, réclame officiellement le départ du porte-parole de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Mathias Gilman. Dans une correspondance adressée à la mission onusienne et rendue publique le 3 août 2022, le chef de la diplomatie congolaise attribue les manifestations violentes contre la MONUSCO à des propos tenus par Mathias Gilman. Lors d'une conférence de presse le 13 juillet 2022, le responsable de la MONUSCO avait rapporté les limites des capacités militaires de cet organe du gouvernement congolais dans la lutte contre le groupe rebelle M23. La raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers le M23. La frustration congolaise vient de là. En ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer, les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas de nature à dire que la MONUSCO les fera. Nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Depuis le 25 juillet 2022, des tensions marquées par l'incendie et des mises à sac des bases de la MONUSCO se sont propagées de Goma à Beni, dans l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de diligenter le retrait définitif de la MONUSCO prévu en 2024. La stratégie de retrait va être l'objet d'une évaluation pour qu'on voie comment raccourcir les délais initialement arrêtés dans le cadre du retrait de la MONUSCO. Les manifestations contre la MONUSCO ont fait 36 morts et 170 blessés à Goma, Butembo, Uvira, Kanyabayonga et Kasindi. Ayant reconnu des exactions de la MONUSCO le 2 août 2022, l'ONU a révélé par la voix de son secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix que ces attaques ont été planifiées. La MONUSCO qui a d'ailleurs réagi à la décision du gouvernement congolais. Dans un communiqué publié ce 4 août, la mission onusienne a déclaré prendre acte et regretter profondément l'expulsion de son porte-parole Mathias Gilman. Elle a par ailleurs précisé qu'elle s'engage, je cite, à continuer de travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises pour mettre en œuvre le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité. Présente en République démocratique du Congo depuis 1999, la MONUSCO a déployé quelques 14 000 soldats dans l'Est pour lutter contre les groupes armés.
La situation humanitaire s'aggrave en Somalie. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 7 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Pour cette année, les prévisions données par l'agence onusienne sont alarmantes. D'ici le mois de septembre, 8 régions du pays pourraient être touchées par la famine. Les précisions de Corinne Camdem. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente en Somalie. Les effets du changement climatique sont plus que jamais palpables. En plus d'affecter les conditions de vie des populations, la sécheresse accroît leur exode. Le cas de Fatouma Adan Kousso l'illustre parfaitement. Elle a parcouru plus de 290 km avec ses 2 enfants jusqu'à Dolo, survivant grâce à l'aumône en cours de route. Lorsque nous avons épuisé notre stock de nourriture de la ferme et que les animaux ont commencé à mourir, nous ne pouvions plus nourrir nos enfants. Nous avons décidé de fuir à cause de la faim. Il y a eu une grave sécheresse dans le pays et aucune pluie. Donc tout ce que nous avons planté n'a pas poussé. Selon la FAO, 8 régions du pays de la Corne de l'Afrique pourraient être touchées par la famine d'ici le mois de septembre. Si le bétail continue de mourir, les prix des principaux produits de base continuent d'augmenter et si l'aide humanitaire ne parvient pas aux plus vulnérables. Depuis le début de cette année, la sécheresse a déplacé plus de 900 000 personnes à cause des précipitations médiocres sans précédent et des conditions de sécheresse intense. La production agricole a considérablement chuté et plus de 3 millions d'animaux essentiels aux communautés pastorales et agro-pastorales somaliennes sont morts jusqu'à présent. Il s'agit de fournir de l'argent pour permettre aux gens d'acheter de la nourriture pour survivre. Il s'agit de maintenir les animaux en vie avec une alimentation d'urgence, avec des traitements vétérinaires, avec de l'eau pour les animaux dans un contexte de sécheresse, ce qui est super important. La FAO affirme qu'elle a atteint un peu plus de 265 000 ménages entre janvier et juin de cette année, mais que l'ampleur de l'aide actuellement fournie et le montant du financement de la communauté internationale ne sont pas suffisants. Le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire urgente est passé de 4,1 millions au début de l'année à 7,1 millions entre juin et septembre. Renforcer la compétitivité du secteur aéroportuaire pour stimuler l'économie. C'est l'objectif que s'est donné la Guinée-Bissau en modernisant l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau. Pour ce faire, les autorités ont conclu un partenariat avec la National Aviation Services dont le siège est basé au Koweït. Avec cet accord, le gouvernement espère attirer davantage de compagnies aériennes. Philomentine. La National Aviation Service NAS, qui a en charge les services d'assistance en escale à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Guinée-Bissau, envisage de redonner un nouveau visage à cet aéroport afin de lui permettre de répondre à toutes les exigences internationales en matière d'aviation civile. Cela contribuera à renforcer la compétitivité de l'aéroport, à développer le commerce et le tourisme et à encourager de nouveaux investissements étrangers pour stimuler la prospérité économique en Guinée-Bissau. On a développé beaucoup des activités au niveau de l'aéroport, raison par laquelle on a fait venir à Bissau la compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire. Donc en ces moments, nous sommes en train de voir la possibilité de faire venir une compagnie de Cap-Vert, Bestfly, qui va faire Bissau, Praia, Lisbonne et vice-versa. Et aussi, nous sommes en train de préparer notre audit ISAGO, audit de IATA. Donc après cet audit-là, nous pourrons faire venir plusieurs compagnies aériennes ici à Bissau. L'aéroport Osvaldo Vieira de Guinée-Bissau est très peu fréquenté parce qu'il n'est pas desservi par plusieurs compagnies internationales. Ce premier partenariat public-privé entre l'État bissau-guinéen et la NAS devrait rendre mieux compétitif le secteur de l'aviation du pays. Donc NAS est en train de mettre en place toutes les procédures nécessaires pour qu'on puisse avoir ce certificat. Dès que nous avons ce certificat ISAGO, c'est-à-dire que tous nos produits locaux, on peut les amener à Lisbonne, à Paris, à Abidjan, parce que notre aéroport est déjà certifié pour qu'on puisse recevoir les avions cargo. Ça aussi, ça va aider l'économie nationale à développer la croissance économique. Actuellement, ce sont 6 compagnies aériennes qui desservent l'aéroport Osvaldo Vieira de Guinée-Bissau. Les autorités bissau-guinéennes de l'aviation civile ambitionnent de multiplier la desserte vers le pays.
Le Ghana entend renforcer le secteur de l'arboriculture. Le 29 juillet dernier, l'Autorité nationale de développement des cultures arboricoles a lancé un programme qui s'étendra sur une période de 5 ans, évalué à 100 millions de dollars. Ce projet bénéficie notamment du soutien de la Société financière internationale. La noix de cajou ou encore la noix de coco figurent sur la liste des cultures ciblées en priorité. Joël Balou. Encore sous-exploité, le Ghana entend faire de l'arboriculture un indicateur économique à fort potentiel. C'est dans ce cadre que l'Autorité nationale de développement des cultures arboricoles TCDA a lancé un programme sur 5 ans à hauteur de 100 millions de dollars pour améliorer les performances de ce secteur. Le programme cible 6 cultures arboricoles prioritaires, à savoir la noix de cajou, la noix de coco, la mangue, la noix de palme, le caoutchouc et la noix de karité. Dans 10 ans, nous nous attendons à ce que chacune des cultures arboricoles génère environ 2 milliards de dollars comme le cacao. Et donc, dans 5 ans, je m'attends à ce qu'on récupère 1 milliard de dollars par culture. Le développement de l'arboriculture au Ghana permettra d'avoir une véritable industrie de fruits dans le pays, augmentant le nombre d'emplois. Par exemple, le projet Bono à Santé Atea, dont l'objectif est de développer la noix de cajou, a permis à près de 14 500 femmes et jeunes de pouvoir travailler en 3 ans. La volonté ou les objectifs d'amélioration des conditions de vie des producteurs ainsi que la contribution à l'économie restent incertaines ou précaires. Il faut donc penser à une diversification, c'est à quoi s'attelle le gouvernement ghanéen avec le développement et la promotion d'autres cultures au regard non seulement du fort potentiel que regorge le pays, mais également des ouvertures en termes de marché qu'offrent ces spéculations. Ce sera des rentrées de devises importantes et additionnelles pour le pays et des revenus pour les producteurs. Les cultures arboricoles fournissent des revenus à plus de 1,6 million de ménages, dont la majorité est constituée de petits exploitants agricoles. Pour rappel, au Ghana, l'agriculture compte pour plus de 20% du PIB et emploie le tiers de la main-d'œuvre locale. Près de 5 ans après la chute de l'ancien président Robert Mugabe, les séquelles de l'ancien régime sont toujours présentes au Zimbabwe. Le pays peine à sortir de la crise économique. Face à l'hyperinflation et un taux de chômage qui avoisine les 90%, une bonne partie de la population a dû trouver des alternatives pour subvenir aux besoins de leur famille. Zara Mohamed Moutiou. Il est 11h du matin. Nous retrouvons chez Pardechoé dans ce parc de Harare où les blocs de ferraille s'entassent. Comme lui, d'autres ramasseurs de métaux ont fait également le déplacement. Ils sont des dizaines à attendre dans l'espoir de pouvoir vendre ce qu'ils ont trouvé ce jour-là. Cette petite activité leur permet d'obtenir quelques dollars, à peine de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je commence à circuler dans le canton à partir de 8h du matin. Mon travail consiste à demander aux gens de vendre leur ferraille ou tout ce qu'ils n'utilisent plus. Nous négocions toujours le prix avant de venir ici pour vendre. Grâce à cette activité, je peux prendre soin de ma famille. Je reçois 40 dollars par jour, parfois moins. Bien que ce soit difficile, je peux subvenir à leurs besoins. La ferraille nous a donné de l'espoir. De l'espoir, car le chômage n'épargne presque plus personne dans ce pays où 90% de la population ne trouvent pas d'emploi. C'est ainsi que des activités comme celle de ramasseurs de ferraille se développent et dans ce domaine, depuis l'effondrement de l'industrie de l'acier il y a plus de 10 ans, les petits producteurs travaillent avec les ferrailleurs. Ces ramasseurs de métaux et de l'industrie sidérurgique que nous fournissons. Parfois, il manque d'argent pour nous payer, mais le métal est toujours disponible. Je travaille avec des sidérurgistes depuis des années maintenant. Tous luttent pour obtenir au moins 6 dollars pour 2 sacs de ferraille. Une somme infime, compte tenu de l'hyperinflation devenue affolante dans ce pays d'Afrique australe, englué depuis une vingtaine d'années dans une terrible situation économique. Et toujours aucune perspective de sortie de crise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.